Et salut, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'analyse complète de l'entreprise Constellation Software. Dans le fond, on va commencer par voir c'est quoi l'entreprise. Par la suite, on va décortiquer un petit peu toutes les filiales qu'elle dispose. Par la suite, on va voir l'analyse quantitative. On va comprendre les ratios importants à regarder pour cette entreprise. Et à la fin, on va regarder la valorisation et décider si finalement j'achète cette entreprise ou non. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Moi, je fais juste partager ce que j'ai fait d'après toutes mes recherches que j'ai faites sur cette entreprise. Vous pouvez juste vous faire une idée de Constellation Software, mais par la suite, il faudra vraiment étudier l'entreprise et décider si vous êtes OK pour l'acheter, l'acquérir des actions ou non. Donc, on va commencer tout de suite juste voir c'est quoi cette entreprise. Donc, Constellation Software, qu'on va appeler CSU dans cette vidéo, est un conglomérat canadien qui achète et va détenir et développer des petites et moyennes entreprises de logiciels verticalisés. Ça va vraiment être des entreprises qui vont être en bas de 100 millions qu'elle va acquérir. Il y a quelques exceptions qu'elle va faire un peu plus chères, mais en gros, ça va être vraiment des entreprises à hauteur de 20-50 millions jusqu'à 100 millions de capitalisation. Donc, qui va être spécialisé dans les logiciels verticalisés, les Vertical Market Software, qu'on va appeler VMS pour simplifier, qui sont spécialisés sur des niches sectorielles, exemple des logiciels pour santé animale, des hôpitaux, municipalités, construction, hôtellerie, et ainsi que des paiements. Plutôt que de créer de gros produits horizontaux, CSU, elle va accumuler des dizaines puis des centaines de petits éditeurs très spécialisés et les laisse fonctionner en grande autonomie. Car la grande force de Constellation Software, ça va vraiment être la décentralisation, ça va être une totale autonomie de ces entreprises. Bien évidemment, elle va faire l'optimisation, mais par la suite, ça va être vraiment autonome. Chaque dirigeant, il va être autonome pour gérer son entreprise. Donc, CSU, elle va détenir plus de 900 entreprises qu'elle a achetées tout au long dans le fond de sa vie, comme depuis qu'elle a été créée en 1995. Et elle va être présente dans à peu près 150 marchés de niche. Son fondateur, c'est Marc Léonard. C'est l'un des PDG les plus mystérieux et les plus respectés du monde de la finance. On le surnomme souvent le Warren Buffett du logiciel. Dans le fond, il a fondé Constellation Software en 1995 avec une idée simple mais révolutionnaire, c'est d'acheter des milliers de petites entreprises de logiciels VMS et ne jamais les revendre car toutes les entreprises qu'il a achetées, même depuis 1995, il ne les a jamais revendu. Marc Léonard est celui qui a systématisé et démocratisé ce modèle à une échelle industrielle. Il a créé une nouvelle catégorie d'investisseurs, ça va être les serial acquéreurs de logiciels de niche. Marc Léonard, c'est vraiment un anti-private equity car souvent le private equity comme Apollo ou Blackstone qui vont acheter puis revendre 5 ans plus tard avec un profit. Marc Léonard, lui, va acheter et garder vraiment éternellement. Son obsession, ça va être le ROIC, mais pas le ROIC qu'on connaît, le normal. Ça va être le ROIC incrémental qu'on va voir par la suite comment il est calculé et c'est quoi ses spécificités et quelle est la différence, pourquoi également qu'on utilise l'un et pas l'autre. Donc, sa seule métrique est le retour sur capital investi. S'il peut acheter une petite boîte qui rapporte 20% par an, il le fait, peu importe, même si le secteur est ennuyeux. Car comme on l'a vu, ça va vraiment être des secteurs qui sont vraiment très, très ennuyeux. Par exemple, des logiciels pour les hôpitaux, des pharmacies ou même des postes de police. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un VMS, le Vertical Market Software? C'est un logiciel qui va être spécialisé pour un secteur particulier, soit la santé, l'éducation, le transport, la fiscalité locale. C'est un logiciel qui est conçu pour un seul métier spécifique et il répond à des problèmes que personne d'autre ne pourrait faire. Contrairement aux logiciels généralistes, VMS sont des missions critiques. Ils répondent à des besoins essentiels et spécifiques des clients, soit la gestion des pharmacies, système de taxation municipale, comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment des choses qui sont très critiques, qu'on a besoin chaque jour, qu'on ne peut pas vraiment changer du jour au lendemain. Par la suite, il y a aussi des logiciels horizontaux. On a vu, il y avait des logiciels verticaux puis des logiciels horizontaux.
Le logiciel horizontal, c'est un logiciel qui va être conçu pour tout le monde. Ici, pensez à Microsoft avec Word ou Excel. Peu importe l'industrie, qui peut être utilisé par n'importe qui, il répond à un besoin universel, la comptabilité, le RH, ainsi que l'écriture, par exemple, pour les étudiants ou peu importe qui. La cible, ça va être vraiment toutes les entreprises de la planète, Microsoft Word, ici Excel, Slack, QuickBooks, un cabinet d'avocats ou une boulangerie vont utiliser le même Excel. Pas besoin d'être spécifique à une certaine industrie. Le désavantage, ça va être qu'il va y avoir une compétition féroce. Si Microsoft monte ses prix, tu peux aller chez Google Sheet par exemple. C'est plus facile de remplacer un logiciel horizontal qu'un logiciel vertical. D'ailleurs, l'intelligence artificielle, en tout cas, on va le voir par la suite ici, il y a comme beaucoup de craintes ces temps-ci que l'intelligence artificielle va remplacer les logiciels qui sont détenus par CSU, mais on va regarder ça en détail si c'est vraiment le cas ou non. Donc, on va voir qu'est-ce que Constellation Software fait, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son activité. Donc, son activité principale, consiste à acheter des entreprises de logiciels spécialisés, à les intégrer dans son portefeuille, puis à les développer. Le modèle repose sur la croissance par acquisition. Les logiciels ciblés ne sont pas des solutions génériques, mais des outils indispensables au fonctionnement quotidien de leurs clients, par exemple des logiciels hospitaliers, systèmes de facturation municipale, plateforme de diffusion média. Cela va garantir une forte dépendance des clients et donc une stabilité de revenus. Comme vous savez, un hôpital ou une municipalité ne va pas changer du jour au lendemain son logiciel de facturation ou de suivi, par exemple, des laboratoires. Ici, pour un centre hospitalier, c'est vraiment quelque chose qui reste là pendant des années si tout fonctionne bien. Donc, sa stratégie, ça va être d'acquérir des sociétés prometteuses, faire l'optimisation de la gestion, soit réduction des coûts, amélioration des processus par la suite. Elle va laisser son totale indépendance. Elle va développer ces sociétés pour accroître leur valeur et leur rentabilité. Donc, les principales sources de revenus de l'entreprise, donc en premier lieu, elle va vendre ses logiciels. Ça va être un revenu ponctuel maintenant lié à la vente de la licence. Par exemple, un hôpital qui achète une licence pour un logiciel de gestion médicale. Dans le fond, ça c'est vraiment, comme vous savez, c'est des secteurs qui ne changent pas du jour au lendemain. Ils vont vraiment garder les logiciels à très très long terme, 10, 20 ans. Par la suite, elle va faire la maintenance et ça va lui permettre d'avoir des revenus récurrents. D'ailleurs, ça fait 75% de total de son revenu. Donc, ça va être des revenus réguliers provenant du support technique et des mises à jour après la livraison du logiciel. Cela va inclure le contrat combiné logiciel plus support, des revenus de transaction, des services gérés liés au logiciel CSU et des produits SaaS hébergés, Software as a Service. Et c'est la part la plus stable et prévisible des revenus car elle repose sur des abonnements ou des contrats de support. Par la suite, elle a un autre segment qui est le service professionnel. Ça va être des revenus issus de prestations comme la mise en œuvre et intégration des logiciels, programmation sur mesure, formation des utilisateurs, où elle va faire également des consulting et certains services gérés. Par exemple, elle va adapter un logiciel municipal aux besoins spécifiques d'une ville donnée. Par la suite, le quatrième segment, ça va être le matériel et les autres revenus. Ça va être la vente de matériel tierce intégré dans les solutions, vente de matériel fabriqué en interne, remboursement des frais de déplacement liés au projet. Par exemple, quand ils vont aller faire l'installation de ces matériaux, un système, l'exemple ici qu'on a, ça va être un système de logiciel livré avec des serveurs ou des terminaux. Ici, je vous ai pris une petite image de la croissance des revenus des 4 segments qu'on a vus. Vous pouvez voir ici, il y a vraiment une grosse fluctuation sur les 3 segments. Et le plus stable qu'on a vu, qui a représenté un peu plus de 75% du revenu total, ça va être la maintenance et le recurring que vous voyez ici, qui est vraiment plus stable, qui tourne autour de 5-7%. Et c'est ça qui tire la croissance totale du revenu comparativement aux autres.
Comment fonctionne maintenant CSU? Donc, ça va être un objectif stratégique parce que CSU se positionne comme un acquéreur et un bâtisseur de sociétés de logiciels verticaux. Son modèle repose sur 3 piliers. Dans le fond, en premier lieu, elle va identifier et acquérir des entreprises VMS attractives. Par la suite, elle va faire une gestion efficace de ces entreprises grâce à une structure décentralisée. Par la suite, elle va développer leur potentiel par croissance organique et des acquisitions complémentaires. Donc maintenant, pourquoi Constellation Software s'intéresse aux VMS? Parce que les VMS vont offrir des revenus récurrents, donc des contrats de maintenance et abonnement stables, fidélité des clients. Ces logiciels sont critiques, donc difficilement remplaçables. Il va avoir des marges attractives. Une fois développés, les logiciels peuvent être déployés à grande échelle avec des coûts marginaux vraiment faibles et des barrières à l'entrée, l'expertise sectorielle et intégration profonde dans le processus des clients. Par la suite, Constellation Software, elle a un savoir-faire. Donc, une fois qu'elle a fait l'acquisition, elle a un savoir-faire pour faire des acquisitions. CSU, elle va cibler des entreprises de logiciels verticaux dans les secteurs publics et privés avec un fort potentiel de croissance. Ces sociétés sont souvent leaders ou en passe de le devenir dans leur niche. Les critères pour les acquisitions, ça va être la croissance, clientèle diversifiée, forte part de marché et les concurrences limitées en capital. CSU peut aussi acquérir des entreprises en difficulté, soit le revenu va être en baisse, clientèle concentrée, faible part de marché. Si elle estime pouvoir faire le redressement via une meilleure gestion des relations clients et une segmentation adaptée. C'est vraiment, tout est calculé chez CSU avant de faire le premier pas. Donc, par la suite, elle va faire de la gestion. Une fois acquise, CSU met en place une gestion disciplinée, contrôle des coûts, optimisation des opérations, maintien de la rentabilité. La construction ici, ça va être vraiment, elle va encourager ses filiales à croître par développement organique, soit des nouveaux produits, extension de marché et par des acquisitions complémentaires. On va le voir par la suite, toutes les petites entreprises que CSU va acheter, ils vont devenir des mini CSU car eux, à leur tour, ils vont aller acheter d'autres entreprises, ils vont faire des acquisitions multiples et c'est vraiment l'idée principale qui est partagée au sein de CSU. Donc, cela va créer un effet de réseau et renforcer la position dominante dans chaque verticale. La croissance et la gestion qu'elle fait, ça va être une croissance organique, élargir la gamme de produits et accroître la part de marché. Une croissance externe, acquisition dans les mêmes verticaux ou dans les nouveaux marchés. Management décentralisé. Chaque unité VMS a son propre management et reporting financier. Les équipes locales ont une connaissance approfondie de leur marché et des relations clients. Le siège reste petit et se concentre sur l'allocation du capital, acquisition, fiscalité et rémunération, partage des meilleures pratiques. Allocation capital, c'est vraiment le plus important car CSU est considéré comme un allocateur de capital. CSU, donc, elle va fixer un taux de rendement interne après impôt comme seuil pour les nouveaux projets et les acquisitions. Le flux de trésorerie des groupes opérationnels sont disponibles pour le siège qui les alloue en fonction de l'attractivité du marché, de la position stratégique de l'entreprise, de la performance du management. Les acquisitions importantes doivent être toujours approuvées par le siège, soit Constellation Software. Ici, on va voir juste une petite idée de la structure de Constellation Software. Ici, c'est une image qui a été générée par l'intelligence artificielle. Donc, Constellation Software ici, elle va avoir 6 groupes opérationnels, plus un autre groupe qui est le résultat d'un spin-off de Volaris. Donc, ici, ça va être résumé beaucoup plus facilement. Donc, Harris, son secteur, ça va être le secteur public, les utilités, la justice. Dans le fond, elle détient plus de 250 entreprises. Elle est considérée comme la plus défensive. Volaris, ça va être spécialisé dans le transport, le marine, finance, énergie. Elle détient, comme vous pouvez voir ici, 300 entreprises. C'est la plus diversifiée. Jonas, c'est vraiment pour les clubs de golf, les clubs de gym, fitness, des hôtels ou des bars. Dans le fond, elle détient 100 entreprises, c'est la plus spécialisée.
Vela, ça va être dans le secteur du pétrole, les mines, manufacturing. Donc 70 entreprises à son compte et c'est le plus industriel. Persus, ça va être dans le secteur auto, immobilier, assurance, business to business, ça va être 120 entreprises, c'est la plus stable des entreprises. Topicus, c'est l'éducation, la santé, le gouvernement EU, 150 entreprises à son compte, c'est le joyau européen. Et Lumine, elle qui vient vraiment du spin-off de Volaris, ça va être les médias, la télécommunication, la gestion des abonnés et des services 5G, 34 entreprises, c'est la plus sélective. Donc maintenant, on va voir les principaux concurrents de Constellation Software. Les spécialistes verticaux, on retrouve Tyler Technologies qui va être public dans le secteur public. Aptein, si je le prononce bien, c'est dans le secteur industrie, Viva Systems dans la santé et la pharma. Ici, contrairement à CSU, qui est agnostique, ces acteurs dominent un secteur par leur expertise technique et ne font pas que posséder le logiciel, ils dictent la norme technologique du secteur Cloud IA. Ici, c'est vraiment complètement différent de Constellation Software. Eux, ils vont vraiment l'intégrer à leur logiciel. Or que Constellation Software, elle va vraiment donner l'autonomie totale après avoir fait la bonne gestion de ces entreprises. Il faut noter que ces acteurs sont souvent des concurrents à la sortie. Un fondateur de logiciel, GovTech par exemple, préférera parfois vendre à Tyler pour l'intégration technologique plutôt qu'à CSU pour l'autonomie financière. Ce que ça veut dire, cette phrase-là, dans le fond, vendre à Tyler Technologies, par exemple, c'est le choix de l'impact et de l'écosystème. Vendre à un acteur comme Tyler Technologies, c'est de choisir l'intégration. Tyler n'est pas un simple investisseur, c'est un pure player qui veut construire une plateforme unifiée pour les villes et les États. Donc, l'argument technologique, c'est que ton logiciel, par exemple, pour le PDG qui décide ou le fondateur qui décide de vendre son logiciel. Donc, son logiciel de gestion de la justice ou de taxation ne reste pas dans son coin. Il va être intégré dans la suite One Tyler, par exemple, qui communique avec un portail citoyen, le système de paiement et le cloud de Tyler. La force de frappe commerciale que détient par exemple Tyler Technologies, c'est que tu profites de leurs 15 000 installations et de leur contrat cadre déjà signé pour un fondateur qui veut avoir son produit devenir le standard national. C'est l'option la plus idéale comparativement à CSU, que vraiment ton logiciel il reste à l'écart. Il ne va pas vraiment être intégré à un système pour qu'il soit la norme nationale. Le prix est payé, tu perds souvent ton identité propre, ton équipe peut être fusionnée et ton produit peut être relooké pour s'adapter à la charte graphique et technique de Tyler, comparativement à CSU, que ça va vraiment être, il va rester tel quel, elle va rester avec les mêmes gestionnaires, elle va rester avec les mêmes employés, quasiment rien qui change, juste qu'elle va faire son optimisation. Ouais, si on va le voir, donc vendre à Constellation Software, par exemple, Harris, c'est le choix de la liberté. Vendre à Constellation, souvent via son groupe Harris pour le GovTech, c'est choisir l'autonomie. Mark Lionel appelle cela de la négligence bienveillante. Dans le fond, l'argument de l'autonomie, Constellation ne fusionne jamais ses acquisitions. Si ton entreprise s'appelle Logiciel City, elle gardera son nom, ses bureaux à Québec, ses employés et sa culture. Mark Leonard parie sur le fait que le fondateur sait mieux gérer sa boîte que lui, par exemple. C'est la même idéologie de Warren Buffett. Il pense que s'il trouve que le fondateur est un très très bon gestionnaire, il préférerait le garder en place que d'essayer de faire tout un changement. Donc, l'argument financier pour cela, Constellation t'apporte sa discipline financière et ses méthodes de rentabilité, le fameux benchmark de CSU, mais ils ne toucheront pas à ton code source pour le forcer à s'intégrer avec d'autres produits. Le prix à payer, tu restes un petit dans un grand catalogue. Il y a peu de synergie technique. Si tu as besoin d'une intégration avec un autre logiciel du groupe, c'est à toi de le gérer comme si c'était un partenaire externe.
Vraiment, ici, vous voyez comme la différence entre Constellation Software et les autres concurrents. C'est vraiment Constellation Software, c'est une autonomie totale. Or que, par exemple, pour le concurrent ici, Tyler, ça va être vraiment intégré, faire l'intégration du logiciel qu'ils vont acquérir. Les autres concurrents, c'est les conglomérats de qualité. On a Rupert Technologies, Fortive, Denayer. Dans le fond, eux, ils utilisent le modèle de marque Leonard. C'est la décentralisation plus le cash flow. Mais c'est des cibles qui vont être un peu plus grosses. Et ici, on voit 50 à 500 millions à CSU qu'elle va acquérir des entreprises entre 20, 50 et 100 millions de dollars. Roper est devenu le filtre de Constellation. Si une entreprise de CSU devient trop performante et trop grosse, elle finit par ressembler à une cible typique de Roper. C'est la vraie différence. Et le multiple d'achat, Roper, des fois, accepte de payer plus cher ses actifs premium, là où CSU reste vraiment discipliné sur les prix. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça qui fait la force de CSU. Ensuite, les autres concurrents, ça va être les alternatives de capital, ces concurrents comme Gauss System, Valsoft, c'est le rival québécois qui est planté ici à Montréal, Banyan Software. Dans la synthèse, ce sont les concurrents les plus directs sur le terrain des petits deals. Le danger ici, c'est la saturation avec l'arrivée des fonds de capital permanent, ce qui veut dire qu'ils ne vendent jamais. Le prix des petites boîtes de logiciels augmente. L'avantage historique de CSU, être le seul acheteur qui ne découpe pas l'entreprise, il va s'éroder si ces entreprises-là vraiment commencent à capter beaucoup d'entreprises, à faire beaucoup de rachats, donc il va y avoir beaucoup moins. Mais je ne pense pas que c'est une problématique parce que CSU va vraiment aller s'attaquer à plusieurs secteurs. Mais c'est ça, ça fait partie des concurrents de CSU. Et ensuite, l'IA générative, c'est vraiment ici, c'est la menace invisible qu'on dit parce qu'il n'y a pas vraiment, on ne le voit pas en tant que tel. C'est que le risque, c'est qu'un vibe coder ou une IA peut recréer un logiciel de gestion de bibliothèque ou de golf en quelques jours. Le mode de conciliation va vraiment s'effondrer. Mais bon, comme on va le voir ici, je fais juste présenter c'est quoi les concurrents, mais ici on va voir vraiment plus en détail par la suite pour cette IA générative parce que ça a vraiment contribué à un effondrement du cours de bourse de Constellation. Donc on va voir par la suite en détail. Maintenant, les risques pour Constellation Software, donc les risques que j'ai pu voir pour cette entreprise, c'est qu'il va y avoir des pressions sur les valorisation de VMS, donc les PE ici concurrents, ça va être les private equity. Le risque, c'est l'arrivée massive des fonds de private equity, comme ici, je donne des exemples, mais il y en a vraiment plusieurs. Ici, on a comme Thomas Bravo puis Vista, et des clones comme Valsafa, qui est un autre mini Constellation Software qui est présent ici à Montréal, fait monter les multiples d'acquisitions. C'est juste un exemple, c'est acheter à 3 fois les revenus devient rare quand les concurrents vont offrir par exemple 5 fois le revenu. La protection que dispose CSU, donc elle va opérer dans la poussière du marché. Il réalise des dizaines de transactions minuscules là où il n'y a aucun autre acheteur professionnel. De plus, CSU, elle va offrir un foyer éternel, ce que les private equity qui revendent après 5 ans ne peuvent pas promettre. La valeur émotionnelle pour un fondateur, céder par exemple son bébé pour permet souvent à CSU de payer beaucoup moins cher. Succession de Marc Léonard. Bien évidemment, c'est une entreprise qui a toujours été gérée depuis sa création en 1995 par un seul homme. Et vraiment, l'image, c'est l'identité de cette entreprise, c'est Marc Léonard. Donc, il a annoncé en 2025 qu'il quittait son poste de PDG pour des raisons de santé. Donc, par la suite, vraiment, le cours de bourse, il en a pris cher. Donc, ici, le risque, c'est Marc Léonard est l'architecte du modèle. Son départ pourrait signaler la fin d'une ère d'une discipline de fer. Moi, personnellement, ce que je trouve comme protection, puis ce que j'ai pu lire, c'est que Marc Léonard n'a pas seulement construit un portefeuille, il a construit une école. Chaque chef de groupe
comme Mark Miller qui le succède, pense et agit comme lui. Le processus de décision est codifié par des données, le CSU Playbook. La culture est tellement ancrée que le rôle de Mark Leonard est devenu celui d'un mentor plutôt que d'un opérateur. Dans le fond, l'entreprise est passée du stade de génie entouré de 1000 aides à celui d'une institution autonome. Donc, cette entreprise, elle fonctionne de la même façon. C'est bon, la culture de cette entreprise a été intégrée, puis tout le monde fonctionne de la même façon. Par la suite, l'autre risque que j'ai pu soulever, c'est qu'il y a un risque de croissance qui va ralentir par le coût des deals. Donc ici, c'est le coût moyen des acquisitions augmente de 20%. Le rendement du capital, le ROIC, le fameux ROIC, diminue mécaniquement, qui va freiner l'effet de compounder, qui est vraiment ce qui fait toute la beauté de Constellation Software. Ici, la protection, si le secteur de la santé va devenir trop cher, par exemple aux États-Unis, CSU va basculer son capital vers le secteur des mines en Australie ou des coopératives agricoles aux Pays-Bas. Avec 7 groupes incluant Topicus et Lumine présents sur tous les continents, ils ont toujours une poche de valeur quelque part où les prix sont restés raisonnables, leur capacité à chasser mondialement et leur soupape de sécurité contre l'inflation des prix locaux. La complexité interne ici, ça va être la taille croissante de l'entreprise. C'est que le risque ici, c'est avec plus de 900 entreprises, la gestion devrait normalement devenir un cauchemar bureaucratique. C'est la loi de l'entropie, mais la protection que j'ai pu trouver, c'est quand un business unit devient trop grosse, elle est scindée. Cela maintient une taille humaine au niveau opérationnel. Chaque gestionnaire de petite boîte ne rapporte pas un PDG lointain, mais un chef de groupe qui comprend sa niche. C'est vraiment ce qui protège CSU, car chaque PDG, chaque chef d'entreprise, il est responsable de son entreprise. Donc, ça n'a pas besoin de remonter tout ça pour que ce soit un bordel comme bureaucratique. C'est vraiment rapporté directement. C'est des petites entreprises donc qui sont gérées par leur PDG. C'est vraiment une autonomie totale. Et c'est ce que moi, je trouve comme protection à ce risque. Maintenant, on va voir le mot. Est-ce que l'entreprise Constellation Software elle a un mot et est-ce qu'il est fort? Bon, ce que j'ai trouvé, ce que j'en entends souvent, c'est que CSU n'a pas de mot, c'est elle le mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le mode de Constellation Software n'est pas un mode traditionnel, comme par exemple une marque forte, son écosystème iOS de Apple, une position dominante globale comme Google, un écosystème verrouillé de Microsoft. Ça va être vraiment un mode fractal, organisationnel et culturel qui va être construit sur 4 piliers impossibles à reproduire ou presque simultanément. Le premier, ça va être la décentralisation extrême. C'est la structure fractale de Constellation Software. Avec 900 entreprises et 20 000 employés, aucune centralisation opérationnelle, pas de fusion, pas de synergie. Et ce qui est égal est que chaque entreprise garde son autonomie, chaque manager est maître de son compte de résultats et chaque entité peut devenir à son tour un mini-conglomérat. Et le deuxième pilier, ça va être c'est une machine à acquisition VMS. CSU a créé la meilleure machine d'acquisition de petites entreprises de logiciels au monde. CSU peut absorber des milliers de petites VMS grâce à ses structures fractales, ses équipes d'investissement entraînées, son capital important, sa discipline extrême et son modèle sans intégration, ce qui fait que plus CSU est gros, plus il devient rapide et efficace. Ensuite, elle a un talent de compounding, c'est vraiment la raison ce qui fait que Constellation Software est magnifique. Dans le fond, CSU construit ses dirigeants via la formation interne. Aucune école ne forme des opérateurs CSU, la méritocratie, la responsabilisation, l'autonomie totale, ce qui donne le réservoir de talent créé sur 25 ans est inégalable. Le portefeuille dans des marchés impossibles à attaquer. Le VMS sont petits, spécialisés, souvent vraiment très reculés.
Pensez aux hôpitaux ou sinon municipalités. Donc, ces VMS vont être très localisés avec très peu de concurrence, ce qui fait qu'il va y avoir un très fort switching cost. Ici, c'est du coût de changement. Donc, chaque groupe va rapporter son propre type de moat. Imaginez, c'est 900 entreprises. Chacune a son propre mode qui va être vraiment ici comme très peu de concurrence. Il va avoir une forte switching cost et un fort coût de changement qui va être très spécialisé. Donc, toutes ces petites entreprises vont former un mode et ce qui va comme faire le plus gros mode pour Constellation Software. Par exemple, ici, juste un exemple ici des modes que les 6 sous-groupes qu'elle a. Donc, Harris, ici, c'est un mode du secteur public. Donc, ça va être des contrats de 10 à 20 ans. C'est vraiment ultra sticky. Ça veut dire qu'ici, c'est vraiment difficile à s'en débarrasser. Régulation, c'est vraiment le secteur public, c'est très régulé. Il va y avoir un risque énorme de remplacement. Concurrence quasi nulle pour ce type de VMS. Par la suite, on retrouve l'autre sous-groupe, c'est Vela. C'est un mode industriel, dans le fond, c'est l'énergie, le pétrole, le gaz, les mines, et ça va être vraiment des logiciels qui sont mission criticale, ça veut dire irremplaçables, qui ont vraiment une nécessité très très importante quotidiennement. Donc c'est ici, ça va être vraiment l'expertise qui va être très très rare pour ce type de VMS. Par la suite, Topicus, c'est un mode réglementaire européen. C'est vraiment la santé, l'éducation, le gouvernement. Ici, c'est vraiment très, très régulé ces types de secteurs, la santé, l'éducation, ainsi que les secteurs gouvernementaux. Donc, c'est la régulation, puis le switching cost ici, qui va être très, très, très difficile. Et dominance régionale, ici, ça va être européen. Donc, le portefeuille renforce le moat global en accumulant des milliers de micro-moats. Ensuite, le mode composite. Ici, qu'est-ce que c'est que le mode composite? Donc, c'est l'avantage compétitif. C'est sa complexité. On fait un fossé défensif. Un concurrent ne peut pas copier CSU simplement en ayant de l'argent. Il faudrait qu'il recrée ça sur 20 à 25 ans de culture décentralisée et de systèmes de partage de données internes. Il faudrait acquérir plus de 900 entreprises sans bien évidemment les fusionner car chacune fonctionne indépendamment. Plus CSU est gros, plus il possède des données, ce qui fait un bon logiciel de niche, ce qui réduit son risque d'erreur à chaque nouvel achat. Les concurrents ne s'intéressent pas aux petites niches car souvent il va aller acheter des entreprises beaucoup plus matures, beaucoup plus grandes. Donc ces géants vont chercher des acquisitions à plus de 100 millions de revenus. Ceux-ci achètent des entreprises à 1 à 20 millions de revenus ici, pas de capitalisation. Et si tu places où personne ne va généralement, les logiciels de CSU, VMS sont souvent décrits comme des systèmes nerveux de petites niches. Imagine un logiciel qui gère spécifiquement les taxes municipales d'une petite ville ou la réserve d'un club de golf. Ce logiciel peut coûter environ 1% du revenu de ces entreprises-là, soit les clubs de golf ou les municipalités d'une petite ville. Mais si on le débranche, c'est toute l'entreprise qui s'arrête. Donc, le coût et le risque de changement de logiciel sont tellement élevés que personne ne le fait. Ce n'est pas le code qui est le mot ici, c'est vraiment l'adhérence au métier du client qui en fait le mot. La culture comme barrière, je sais que certains ne considèrent pas ça comme un mot, mais je trouve que pour Constellation Software, ça en fait partie. Pourquoi ça? Parce que c'est ici qu'on dit que l'entreprise est le mot. N'importe qui peut racheter des logiciels avec un carnet de chèques énorme, bien évidemment, mais personne ne peut copier la culture de marque Léonard. Donc, le mot RHCC CSU va former des centaines de mini Léonard capables de chasser des deals rentables de façon décentralisée. C'est pour ça que vraiment, le départ de Marc Léonard, moi, je ne trouvais pas que c'était comme une menace. Et je pense qu'il y a déjà comme partager sa vision, sa stratégie sur l'ensemble des dirigeants de CSU. Donc, c'est pour cela que je ne trouvais pas
que c'était une grosse menace. Donc, le mode de réputation pour un fondateur qui a passé 30 ans à bâtir sa boîte CSU est le seul acheteur qui promet de ne jamais revendre comparativement au private equity. C'est un avantage compétitif que les fonds de private equity ne pourront jamais égaler. Et ici, comme il y a également la résilience face à l'IA, c'est le test de 2026. Ici, on ne l'a pas vu complètement, mais déjà, on peut voir beaucoup craignent que l'IA ne détruise le mode des logiciels vieux de CSU, mais les analystes rappellent que les données sont le moat. Le code est facile à répliquer, mais les données historiques, les processus réglementaires complexes intégrés dans les logiciels de CSU ne le sont pas. Donc, l'IA devient un outil interne pour CSU. Ça va permettre de réduire les coûts de maintenance plutôt qu'une menace externe. Ici, vraiment, ce que je pourrais rajouter ici, c'est dans le fond que tous les logiciels qui sont utilisés par CSU ou les logiciels qu'elle fait vendre ou qu'elle dispose, ça va vraiment être des logiciels vieux. Par exemple, moi, dans mon métier, dans mon travail, j'en utilise au moins 2 de ces logiciels de CSU et j'ai vraiment du mal à voir l'intelligence artificielle l'échanger parce que, honnêtement, c'est vraiment des logiciels qui sont vraiment basique, mais c'est tellement impossible à changer parce que faire le transfert de toutes ces données-là et courir le risque de perdre des données parce que c'est vraiment pour des patients, c'est des données de patients, c'est des années et des années de stockage de données, c'est archivé dans un logiciel. Je vois vraiment pas comme possibilité que l'intelligence artificielle va s'attaquer à ça ou faire ce type de description. Donc, je trouve que l'intelligence artificielle va beaucoup plus être utilisée, être un outil qui va être utilisé par Constellation Software pour réduire, par exemple, ses coûts, que quelque chose qui va le changer à jamais. Maintenant, on va voir le management de Constellation Software. Donc, le 25 septembre dernier, en 2025, bien évidemment, Constellation Software a annoncé que Marc Léonard qui démissionne de la présidence pour des raisons de santé. Le conseil de Constellation a nommé Mark Miller, qui est actuellement le chef des opérations Officer, le COO, comme nouveau président de CSU. Mark Miller va conserver ses autres fonctions comme directeur des opérations et executive chairman du groupe Volaris et également son poste de chairman de conseil de Lumen Group. Donc, Mark Lumière a travaillé chez CSU depuis plus de 30 ans. Il a largement contribué au développement de Volaris. Il est le CEO de Volaris. Donc, en tant que CEO, il a une vision opérationnelle plus stratégique. Donc, coordination entre les operating groups, les allocations de capital et les acquisitions des merging et acquisitions. Donc, il est reconnu par Léonard lui-même comme le conseiller de confiance et pilier de l'équipe exécutive de CSU. Ça, c'est vraiment le management, c'est celui qui va remplacer Marc Léonard. Les points forts du successeur, donc une connaissance approfondie de CSU, comme on l'a vu, ça fait plus de 30 ans. Donc, très longtemps dans l'entreprise, il comprend à la fois la culture décentralisée et la stratégie des acquisitions. Il n'est pas un outsider qui vient pas de l'extérieur. Il connaît les operating groups, les managers, les capitaux, surtout qu'il est le CEO de ce groupe. Donc, il a une double casquette opérationnelle et stratégique comme CEO. Il supervise l'exécution. En tant que président, il sera capable de piloter la continuité sans sacrifier l'agilité. Aussi, le leadership éprouvé. Il a dirigé Volaris, l'un des groupes les plus complexes de CSU. Il a déjà de l'expérience au plus haut niveau, ce qui rassure la succession. Donc, conclusion sur du profil du successeur, Mark Miller est un successeur très crédible et capable de maintenir la stratégie unique de Constellation. Il combine une longue expérience de compétences opérationnelles, vision du capital locateur
et ce qui est CSU et légitimité interne. Le risque existe, perception, pression sur les acquisitions, mais la structure décentralisée du CSU le protège. Pour un investisseur long terme comme moi ou comme vous si vous êtes un investisseur long terme, Miller est probablement le bonhomme pour la continuité du compounder. Pas de rupture, mais une évolution vraiment maîtrisée. Donc, la philosophie générale de cette entreprise, bien évidemment, est partie de Mark Leonard, malgré que maintenant, il n'est plus là, sauf qu'il va quand même continuer à être dans le board. Mark Leonard part d'un principe simple. Les incitations déterminent le comportement, donc il a construit un système où les cadres sont extrêmement autonomes, les bonus sont objectifs, mécaniques et non politiques, la richesse vient quasi exclusivement de la performance long terme de l'entreprise. Les actions sont rarement distribuées, mais quand elles le sont, c'est pour créer des mini-Léonard. C'est une culture anti-bureaucratique, anti-politique, anti-égo. Dans le fond, les bonus que ces PDG de chez CSU, comment ils sont faits, donc ça va être 100% mécanique, 100% basé sur le ROIC incrémental et le free cash flow, bien évidemment. Ici, on parle de croissance de ROIC puis le free cash flow. Ça va être 100% lié à performance de l'unité dirigée. C'est 0% politique, c'est 0% objectif. Comment ça fonctionne? Donc, chaque manager a un bonus bank qui va être comme placé en banque en quelque sorte pour un laps de temps. Donc, quand il crée du rendement ROIC, une partie va aller dans cette banque. Il ne peut pas retirer qu'une fraction par an, souvent un tiers. Si la performance future baisse, la banque, elle va prendre le restant. Donc, ce qui va créer une incitation à long terme, car le management ne peut pas tricher une année puis disparaître. Il n'a pas le choix de faire ça à long terme pour avoir son bonus. L'effet économique que ça fait, c'est que le manager pense sur multi-années, pas de trimestre, pas sur un trimestre. Ils évitent les acquisitions médiocres, ils protègent le capital comme si c'était le leur. Mark Leonard déteste les stocks options gratuites. Il considère que les options gratuites créent le risque moral des actionnaires et encouragent le short-termisme. Donc, ce qui fait que CSU a très peu d'actions qui sont distribuées. Quand elles le sont, c'est vraiment via des plans d'achat souvent financés par les bonus accumulés. Les cadres doivent payer leurs actions comme n'importe quel actionnaire. Donc, le résultat, c'est que les cadres deviennent de vrais investisseurs, pas des salariés opportunistes comme, par exemple, les entreprises tech. Bon, je ne suis pas en train de critiquer ça, j'ai investi dans ces entreprises-là, mais c'est vraiment toute une autre philosophie que Mark Leonard a mis au point. Maintenant, on arrive vers l'analyse quantitative. Ici, j'ai fait un résumé des métriques ou des ratios importants qu'on regarde chez Constellation Software parce que c'est vraiment pas la même chose. Si vous regardez par exemple le PE ou le marge net, ça va vraiment être n'importe quoi. C'est pas représentatif du tout de cette entreprise. Juste pour vous donner une idée ici, Constellation Software, si vous regardez son PE présentement est autour de 58 et est tourné autour des 120, 125 et 118. C'est vraiment du n'importe quoi. Moi non plus, avant que je me penche dans cette entreprise, je ne comprenais pas cette entreprise, je ne comprenais pas pourquoi elle avait des PE aussi élevés. Et ici, juste pour vous donner une idée, son ROIC est tellement bas à 3.9, or que le vrai ROIC est complètement différent. C'est ce qu'on va voir maintenant. Les plus importants, on va voir ici que ce n'est pas le revenu net. Ici, ça va être comme le bilan financier dans l'entreprise. On va partir des revenus, des dépenses. Et ici, on ne va pas se baser sur le net income comme les autres entreprises typiques, par exemple Google ou Microsoft ou peu importe ce type d'entreprise. Donc, ce n'est pas ça qu'on va regarder. C'est qu'on va regarder le free cash flow qui va être valable pour les investisseurs ou le free cash flow available to shareholder. Comme vous pouvez voir ici, il y a une grosse différence entre cette métrique-là et le net income. Au moins qu'il est calculé, celui-là, c'est le free cash flow attribuable aux actionnaires. Ici, on résume par free cash flow attribuable to shareholder. Donc, ça va être le cash issu des opérations, moins les intérêts versés, moins les paiements des baux, moins les capex de maintenance, moins les intérêts minoritaires.
car tous ces éléments-là viennent interférer et vraiment, ça ne donne pas une belle image du résultat net. C'est pour ça qu'on ne va pas utiliser le net income et on va utiliser cette métrique pour analyser cette entreprise. Pourquoi qu'on fait ça? Donc, le Free Cash Flow to Shareholder est la boussole financière absolue de Constellation Software. Marc Leonard a créé cet indicateur car elle considère que les bénéfices nets, le net income comptable, est pollué par des éléments qui ne reflètent pas la réalité de cette machine à acquisition. Donc, vu que c'est un acquéreur comme un serial acquéreur et un allocateur de capital, c'est vraiment pas la métrique à utiliser, le net income, vous l'avez compris. Donc, on va utiliser le free cash flow attribuable aux actionnaires. Ici, on peut voir que la croissance ici de plus 18, moins 16, plus 36, plus 26, plus 14. Juste une idée ici de regarder si on se fiait par exemple au net income sur les 9 derniers mois, on voit qu'il y a eu une décroissance. Or que si on regarde le free cash flow attribuable aux investisseurs, on voit qu'il y a une croissance de 27%. Donc, c'est pour cela qu'il faut regarder cette métrique et non le net income pour ça. Donc, ici, sur ces résultats-là, on voit qu'il y a une volatilité en 2008 due à une charge non récurrente. C'est que la moyenne sur les 5 dernières années, on voit qu'elle est très élevée, plus de 20%. Ça fluctue, des fois c'est plus 18, plus 36, plus 26. Et ça vient se stabiliser à plus 14 en 2025 si on est annualisé parce qu'on n'a pas encore le quatrième trimestre. Le deuxième ratio ou la métrique à regarder, c'est la marge de ce free cash flow attribuable aux investisseurs. Bon, c'est facile, c'est le free cash flow attribuable aux investisseurs qu'on va diviser sur les revenus totaux. On voit que c'est une très belle marge ici parce qu'avant, il y a vraiment beaucoup plus et plus que 20%. Mais en 2020-2023, il y a eu comme beaucoup d'acquisitions qu'on va regarder par la suite. Ensuite, le troisième, ça va être le pourcentage de free cash flow qui va être réinvesti. Ici, on voit que les années 2021, 2022, 2023, il y a eu beaucoup d'acquisitions. Il y a beaucoup de capital qui est sorti comparativement à maintenant qui ont baissé, ils ont comme ralenti la cadence. Et c'est pour cela que présentement, il est à 75% comparativement aux autres qui étaient beaucoup plus que 100% du free cash flow qui a été réinvesti. Ici, je vous ai mis comment c'est calculé, c'est les dépenses en acquisition qu'on va diviser sur le free cash flow attribuable aux investisseurs opérationnels. Donc, le multiple moyen payé pour les acquisitions, ça c'est super important car historiquement, il ne faut pas qu'il dépasse les 7%. C'est toujours entre 6 et 7%. Donc, vous pouvez voir depuis 2021, elle est très disciplinée comme multiple d'acquisition. Par la suite, la croissance organique, vraiment une croissance qui n'est pas très élevée chez Constellation Software, c'est entre 2 et 3%. Ça peut monter jusqu'à 5, mais au général, ça tourne autour des 3. Mais en 2025, c'est d'ailleurs l'un des points qui a été ramené, c'est que la croissance organique est en train de baisser, mais je pense que c'est vraiment court terme à mon avis. On va attendre les années qui vont venir en 2025, on va attendre le quatrième trimestre et aussi également on va attendre 2026 pour prendre des conclusions, mais sinon, historiquement, ça va être autour des 3,5%. La dette nette sur l'EBITDA, généralement, est vraiment disciplinée également à ce point-là. Ça tourne autour des 1 de ratio, ce qui est vraiment bon. Présentement, il est à 0,9. Le cash conversion, ici, ça va être la capacité à transformer le profit comptable ou le chiffre d'affaires en cash réel. Donc, comment il est calculé, ça va être le free cash flow attribuable aux investisseurs qu'on va diviser sur le EBITDA ajusté. Comme on peut voir que historiquement a été élevé, mais ces dernières années, il tend à baisser. Ici, je vous ai mis comme un tableau pour voir qu'est-ce que ça signifie, parce que généralement, c'est vraiment pas des ratios qu'on connaît, qu'on voit avec des autres entreprises. Donc, entre 90 et 95 qui étaient en 2021. Donc, ça va être excellent. Presque toutes les EBITDA déclarées se transforment réellement en cash dans l'année. Donc, les logiciels sont très récurrents, les créances clients très courtes, les capex faibles. C'est le signe d'un portefeuille sain et mature.
Mais si on regarde en 2025, qui est sous les 60%. Donc ici, si on se fie à ce tableau, ça va être une alerte rouge, soit les actifs se dégradent, les clients qui payent mal, contrats moins récurrents, soit l'entreprise fait trop d'acquisitions douteuses qui absorbent du cash sans générer l'EBITDA immédiat. Mais l'explication à ça, ça va être des acquisitions qui ont été massives généralement, comme je disais depuis toute la vidéo, c'est que généralement, CSU elle va acquérir des entreprises qui sont autour des 50 à 100 millions de dollars, mais les dernières années, 2022 jusqu'à 2023, elle a fait des acquisitions d'entreprises qui étaient très, très élevées, soit 700 millions pour Altera, 490 millions pour Wide Orbit et 700 millions pour Black Knight. Donc, intégrer un géant de la santé demande des investissements massifs en restructuration. Le cash sort immédiatement lors de l'achat parce qu'ils doivent payer ces achats-là. Mais la génération du cash opérationnel met des années à remonter au niveau de l'efficacité de Constellation Software. Ici, dites-vous, c'est juste qu'elle paye maintenant ces acquisitions-là. Donc, l'argent, il sort, mais pour que le retour remonte jusqu'à Constellation Software, ça va prendre quelques années et c'est pour cela qu'on voit que le cash conversion est vraiment en baisse. Et également, c'est expliqué par les spin-offs de Topicus Lumens. C'est arrivé en 2023 en sortant ces entités de son bilan direct pour les cotes séparément. CSU a complexifié son tableau de flux de trésorerie. Donc, la conversion semble plus basse car la maison mère ne détient plus 100% du cash flow de ces segments en pleine croissance. Bien évidemment, ça va tout stabiliser par la suite. Le cash conversion bas est grave si le ROIC baisse également. Tant que le rendement du capital investi reste élevé, un cash conversion plus faible signifie simplement que CSU est en train de forcer le moteur pour croître plus vite. Ce qui est le cas en ce moment de Constellation Software avec ses acquisitions qu'elle a faites et un ROIC qui reste élevé qu'on va voir maintenant. Donc, le ROIC classique, c'est quoi? C'est juste un petit rappel. Donc, le ROIC normal mesure la performance intrinsèque du business. Comment on le calcule? Ça va être le NOPAT sur le capital investi. Ça fonctionne pour une entreprise où ça fonctionne très bien. Dans le fond, on va utiliser pour une entreprise qui va avoir des actifs qui vont être stables, des investissements organiques. Les capitaux investis reflètent la base productive réelle. Maintenant, le ROIC incrémental qu'on va utiliser pour Constellation Software, ça va être le changement du free cash flow attribuable aux actionnaires annualisé sur 2 à 3 ans qu'on va diviser sur les acquisitions totales sur la période et on va mettre également le changement, la variation de la dette nette. Donc ça, ce qu'on va nous donner, c'est quoi le rendement cash généré par ces acquisitions et surtout le capital à mobiliser, le cash ainsi que la dette sur une période de 2 à 3 ans pour qu'on puisse lisser cette intégration. Car comme je disais, quand on fait des acquisitions, on va payer tout maintenant, mais on doit lisser cette intégration. Donc pourquoi c'est différent ces deux métriques? Donc CSU fait des centaines de petites acquisitions, donc ça va être impossible de calculer le changement du NOPAT. Le NOPAT ici, c'est le Net Operating Profit After Tax, précis pour chaque deal. Et ainsi que le capital investi, c'est principalement des acquisitions, pas les CAPEX. Le free cash flow attribuable aux investisseurs est la métrique interne clé de Marc Leonard. La dette est incluse car on mesure le rendement du capital alloué. Mais sinon, pourquoi le ROIC normal est trompeur? Car le capital investi est gonflé artificiellement par les actifs intangibles acquis, le goodwill, puis les logiciels acquis. Ces intangibles ne produisent pas de cash additionnel, ils reflètent juste le prix payé. Le NOPAT est écrasé par l'amortissement des intangibles qui est un bruit comptable massif, donc on va éviter d'utiliser le ROIC normal. Excellent. Ici, je vous ai fait un tableau, ça c'est vraiment calculé par moi-même. Je suis allé chercher toutes ces données-là parce que vous n'allez pas les trouver dans aucun site financier. Donc, comme on peut voir ici, le ROIC est vraiment très bon. En ce moment, il est à 18
0.5. Donc, comme on avait vu, si le ROIC reste élevé, même si le cash conversion est en train de baisser, c'est normal, ça veut dire que tu es en train d'investir énormément, ce qui était le cas ici en 2022 et 2023. C'est d'ailleurs la cause pourquoi elle baisse. Qu'on peut voir ici les explications. Baisse en 2022 des ajustements post-acquisition de Wide Orbit. Et on voit qu'il a rebondi en 2024 et pour se stabiliser en 2025. Donc, ma thèse maintenant sur la baisse qu'on a eue, parce qu'on en a eu une baisse très très sévère sur Constellation Software depuis ses plus hauts ici. Honnêtement, je pense qu'on a fait du moins 50, un peu plus de moins 50, on est à environ moins 53% depuis ses plus hauts. Honnêtement, soit c'est que c'est un quality trap qu'on appelle, parce que ça peut exister, c'est que ça veut dire que le marché a raison de punir autant ou d'avoir une aussi grosse baisse sur cette action, ou soit on est face vraiment à une occasion d'or qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Donc, je vous laisse vous faire votre propre idée. Moi, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense maintenant. Donc, ma thèse sur cette baisse, c'est que, bien évidemment, elle a été impactée dès le début par la démission de Marc Leonard. Donc, ça, c'est confirmé. Il y a eu un impact élevé sur la baisse. Donc, la démission du fondateur et le président pour des raisons de santé annoncées au 25 septembre 2005 a provoqué une chute immédiate. Ça, c'était vraiment en une journée. Il y a eu une baisse entre 12 et 17% sur une seule séance, reflétant des craintes sur la continuité de la culture décentralisée et de l'allocation du capital, bien que Mark Miller, qui est un ancien CEO, maintenant le PDG, a été nommé successeur pour assurer une transaction fluide. Le marché perçoit sa transition comme un risque générationnel amplifié par l'absence de Leonard comme figure charismatique. Donc, par la suite, on a vu qu'il y avait une baisse du cash conversion depuis quelques années, soit depuis 2022. Ça, c'est confirmé, ça a eu un impact quand même. Ici, j'ai mis 10-15%, mais ça, c'est pas vraiment... c'est vraiment juste pour imaginer ça. Mais le ratio est passé de 90% en 2021 et présentement, il est à 59%. En bas de 60, c'est qu'on voyait qu'il était une alerte rouge, mais ce qu'on a vu, c'est qu'elle faisait des acquisitions massives, qu'on a vu que c'était jusqu'à 700 millions pour une des entreprises, mais ce qui est important, c'est que le ROIC incrémental est resté élevé autour des 18%, donc moi je trouve que c'est pas problématique pour l'instant si le ROIC se maintient élevé. S'il commence à baisser, là on va commencer à se poser des questions. Donc ça c'est un des éléments qui a fait baisser Constellation Software. Par la suite, c'est la baisse du pourcentage du free cash flow qui a été réinvesti. Le taux est descendu jusqu'à 75,8% contre 93 en 2008 et en 2024, et plus de 100% auparavant, reflétant une allocation accrue aux dividendes payout ratio de plus de 45 au Q2 2025 versus 20 à 30%. Historiquement, ça veut dire qu'ils sont en train d'augmenter. Peut-être qu'ils ne trouvent plus de deal. Cela soulève des interrogations sur la saturation du pipeline d'acquisition de biens de qualité, bien que le free cash flow total reste robuste, qui a fait un plus 27% d'une année sur l'autre. Ça, honnêtement, je ne trouve pas vraiment. C'est une des raisons. C'est un gros deal, un gros risque, mais ça en fait partie. C'était quelque chose qu'on voyait souvent quand on voit les analystes qui en parlent. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une crainte. Je pense que ça va remonter parce qu'on a déjà eu une baisse du pourcentage du free cash flow qui a été réinvesti. Je préfère qu'il diminue ça pour un laps de temps s'il voit qu'il n'y a pas vraiment de bon deal que de faire n'importe quoi. En même temps, ça c'est mon idée, peut-être que je me trompe. Par la suite, on a vu une légère croissance du free cash flow attribuable aux actionnaires de 14%.
comparativement parce que les autres années, on a eu ça a monté jusqu'à plus 36%, plus 28%, mais on a également eu des années où ça a été beaucoup plus faible. Je trouve pas que c'est vraiment un des critères. Il faut pas juger une entreprise sur une seule année. Il faut vraiment voir ça sur plusieurs années pour juger ça. C'est un ralentissement pour le prochain trimestre ou la prochaine année. Là, à ce moment-là, on pourrait poser des questions. Et c'est celui qu'on entend très très souvent ces temps-ci qui revient à chaque fois, c'est la crainte de disruption par l'intelligence artificielle. C'est vraiment une préoccupation majeure, même moi honnêtement, au début, avant que je m'assoie pour étudier vraiment beaucoup plus l'entreprise. C'est un des craintes, un des comme risques que j'ai vu qui était quand même très difficile. Si tu comprends pas pourquoi que l'IA ne peut pas vraiment réellement disrupter cette entreprise, ben ça fait très peur. Donc, c'est pour cela que d'ailleurs le cours de bourse était autour des 3000. À un moment donné, c'est stabilisé autour des 3000, mais ça a baissé jusqu'à 2200, 2400. L'action, c'était vraiment très, 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 très violent. Donc, les investisseurs craignent que l'intelligence artificielle générative érode des modes de logiciels verticaux de niche VMS qui, par constellation, en automatisant des processus mission critiques la santé et l'utilité, bien que c'est très diversifié et ça représente plus de 900 filiales. Et comme on avait vu, je pense que l'intelligence artificielle va être beaucoup plus utilisée par CSU comme quelque chose qui va apporter de la valeur que quelque chose qui va la disrupter, parce que c'est vraiment des logiciels hyper nichés, hyper spécialisés pour des secteurs qui sont comme la santé, comme le pipeline, la bureaucratie. C'est pas quelque chose qu'on change du jour au lendemain, et je pense pas qu'elle va s'attaquer à cela, et tous les points qu'on a vus plus haut, c'est pas la peine que je le renomme ici. Donc maintenant, la valorisation que je me suis fait ici. Encore une fois, ici, le tableau ici, vous n'allez pas le trouver dans un autre état financier ou un site financier. C'est moi qui allais retirer chacune de ces données, et je fais les calculs du price to free cash flow attribuable aux investisseurs ici pour me donner une valorisation. Donc, ce que j'ai fait, c'est facile, c'est vraiment de prendre le free cash flow attribuable aux actionnaires par action qu'on va diviser par le prix. Et ici, j'ai pris le prix à chacune des fins d'année, juste pour me donner une idée. C'était valorisé à combien à chaque fin d'année. 2019 était à 44, 35, 21, 2021 était autour des 55, 2022 à 52, 2023 est monté jusqu'à 59, 2024, vous pouvez voir ici, c'est vraiment très élevé, à 63. Fin d'année 2025, où j'ai commencé vraiment à analyser l'entreprise, où je me suis fait une projection des chiffres. Ici, on voit qu'il était à 40.05 et présentement, juste avant de faire la vidéo, je suis allé calculer le price to free cash flow attribuable aux investisseurs est autour des 30. C'est vraiment historique, il n'a jamais été aussi bas, même en 2020. Et ici, j'ai pris le creux. Et vous pouvez le voir que présentement, elle est transige au plus bas. Ça n'a jamais été atteint. Donc, c'est historique. Ça se peut que le marché a raison. Mais comme vous pouvez le voir ici, elle n'a jamais eu une valorisation aussi faible. Maintenant, ici, la croissance qu'on a sur le free cash flow attribuable aux actionnaires. On voit qu'en 2019, croissance de 5,6%, plus de 67% de croissance. Ici, on a eu une baisse de 10%, une baisse également en 2022, croissance de 36% en 2023, 26%. Et 2025, ici, on n'a toujours pas le Q4, donc on ne va pas calculer, c'est vraiment calculé sur 12 mois, ce que ça veut dire qu'on a pris le dernier trimestre de 2024 qu'on a ajouté aux 3 trimestres de 2025 pour avoir cette croissance de 18%.
Ce qui nous fait une croissance médiane de 21,4% et une croissance moyenne autour de 19-20%. Vous pouvez voir, c'est vraiment une croissance très très élevée au fur des années. Et on a une médiane du free cash flow attribuable aux actionnaires par action de 52 et une moyenne du price to free cash flow. Ici, c'est le price to free cash flow par action de 52 et ici, la moyenne est autour des 50. Donc, ce que j'ai fait ici pour me faire une fair value, donc le prix juste à payer, ici j'ai estimé une croissance autour des 14% pour les 5 prochaines années et une valorisation multiple de 35, donc ça me donnerait un prix juste à acheter ici autour des 2750. J'ai fait la même chose avec les autres. J'ai fait plusieurs scénarios pour me donner un prix juste. Et présentement, il est autour des 2520. Donc, il est en dessous de mon pire scénario. Ici, une croissance de 14%. Puis, on voit que historiquement, ça a été autour des 20-21% de croissance et un multiple de 35. Vous pouvez voir historiquement, il est autour des 50. Donc, ici, au prix d'aujourd'hui à 2520, ça nous donne ça nous donne une marge de sécurité, même avec le pire scénario que moi personnellement j'ai envisagé. Donc, c'est un achat, je garde pas les suspense. Moi, j'ai acheté l'entreprise. Présentement, elle a environ 3% de mon portefeuille. J'ai commencé à l'acheter autour des $3000. J'en rachète encore, mais mon point, c'est d'accumuler jusqu'à 5-7% en ce moment. Puis, bien évidemment, si je pourrais le monter jusqu'à 7%, ce serait vraiment très bien parce que j'ai quand même une grande conviction dans cette entreprise. J'y crois énormément. Je pense que c'est vraiment une opportunité qui est en train de se présenter pour nous, qui ne reviendra pas. Ça fait vraiment longtemps que j'essayais de regarder cette entreprise-là. Avant, je ne connaissais pas du tout. Donc, ça fait longtemps que j'attends qu'elle revienne à un prix comme ça. Je ne pensais jamais que ça allait revenir. Comme vous pouvez voir, ça a baissé énormément. Et maintenant, donc, je vais faire une position d'environ 5 à 7%, préférablement 7% de mon portefeuille. Donc, c'est bien évidemment, je le répète encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Analyser l'entreprise, ça se peut que moi, mes convictions sont très élevées sur cette entreprise. Peut-être que toi, tu vas voir quelque chose qui ne concorde pas avec toi. Donc analyse, puis fais tes propres chiffres et tu trouveras un prix à payer pour cette entreprise. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à abonner, à liker puis à commenter et me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette entreprise. Ça aide énormément la chaîne. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo très bientôt. Bye!